troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos invités, Monsieur Founiafe Ouattara, Monsieur Ouma Diop et notre éditorialiste Alfred Chongo. L'actualité économique à présent, le service des douanes est en pleine forme au Mali. Les recettes douanières sont passées de 45 milliards de francs CFA au mois d'avril 2017 à 47 milliards de francs CFA en mai 2017. Les détails avec Oumou Kalsomba. Au Mali, après un léger fléchissement des recettes douanières au mois d'avril, elles se sont établies à 47 milliards de francs CFA au 31 mai 2017. Selon la direction de la douane, les recettes mensuelles ont atteint la barre des 45 milliards de francs CFA. L'objectif pour les autorités maliennes est de collecter pour l'exercice fiscal 2016-2017 des recettes douanières annuelles avoisinant les 600 milliards de francs CFA. Avec la baisse du cours de l'or ces dernières années et également le coût du baril du pétrole qui a fini par surenchérir et impacter notamment la demande intérieure en matière d'importation du carburant. Donc tous ces facteurs conjugués les uns des autres ont fini alors par impacter les prévisions en termes de recettes. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action gouvernemental pour l'amélioration et la modernisation de la gestion des finances publiques, les autorités ont mis en œuvre une série de mesures. Ces réformes ont pour orientation d'accroître les recettes fiscales et de porter à 2 chiffres le taux de croissance du pays. Le nouveau directeur actuellement, le colonel Koulibaly, essaie notamment de renforcer le contrôle dans la lutte contre la corruption, pour notamment mettre en place un système d'informatisation de tous les trafics douaniers en direction des pays frontaliers. Les plus importants trafics proviennent notamment du Sénégal. Depuis la crise économique en Côte d'Ivoire en 2002. Rappelons que le gouvernement du Mali a mis en œuvre un programme de transition fiscale de l'UEMOA. Objectif, atteindre un taux de pression fiscale de 17% du PIB pour 2017. Alors, Monsieur Ouattara, 2 milliards de francs CFA de recettes supplémentaires en un mois. Les mesures prises récemment par le gouvernement malien semblent porter leurs fruits. Oui, effectivement, il faut encourager ces mesures, mais il faut noter derrière que beaucoup reste à faire parce que le Mali, c'est un grand pays, près d'1 million de kilomètres carrés. Il faut aussi informatiser la douane pour que les contrôles soient beaucoup plus renforcés aux différentes frontières, lutter contre le trafic et pour générer beaucoup plus de revenus. Donc je crois que le président du Mali fait déjà beaucoup, qu'il continue sur ce chemin pour que le Mali puisse atteindre ses objectifs d'une croissance à 2 chiffres. Monsieur Diop, il faut dire que les recettes douanières constituent désormais, depuis l'éclatement de la crise dans le Nord, l'ossature des rentrées d'argent au Mali. Absolument. Et moi, j'ai envie d'abord de souligner le nouveau directeur des douanes qui a été nommé ici. Ça rejoint un petit peu ce que je disais en début, les formations. C'est quelqu'un, quand on regarde le parcours de ce monsieur, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves partout, donc là où il a été nommé. Donc quand il est arrivé, il a fixé le cap très haut. Donc il ne sait pas... il a impulsé une nouvelle dynamique. Voilà, il a impulsé une nouvelle dynamique, il a su mettre ses idées en valeur, etc. Ça s'est traduit par les résultats. Donc je pense qu'aujourd'hui, en tout cas sur ce secteur-là des douanes, donc c'est un exemple en tout cas au niveau de la sous-région que les gens gardent au niveau des nominations, par exemple au niveau des chefs d'État africains, de privilégier en tout cas les compétences au lieu d'autres choses. Favoritisme. Comment? Au lieu de favoritisme. Voilà, c'est ça. Alors, Alfred, le ministre malien de l'économie et des finances a mis fin ce mercredi aux exonérations discrétionnaires. C'est une mesure qui devrait encore renforcer les performances de ce secteur douanier. Il faut l'espérer parce que c'était aussi un secteur qui générait j'allais dire, dispersion, la volatilisation des recettes pour le compte du Trésor. Et donc, ça permet effectivement d'optimiser les rentrées douanières, mais pourvu que ça soit réellement appliqué, parce que l'État puisse récupérer cela. Et je pense que l'idée d'informatisation des services et puis la rigueur qu'impose le nouveau directeur aujourd'hui de la douane, tout cela mis bout à bout, ça peut permettre effectivement d'améliorer les performances justement de la politique de recettes douanières du Mali.
sur le Mali, qui reste confronté à l'instabilité dans le nord. Mais sur le plan économique, quels sont les défis actuellement de ce pays? C'est déjà ce défi de la paix, parce que là... Pas de croissance, exactement, sans la paix, la stabilité, la sécurité. Parce qu'au fond, ce n'est qu'une partie des recettes qui rentrent au pays. Imaginons que le pays soit réunifié, que dans le nord, les trafics qui sont en train de se faire là-bas, que tout cela cesse, et que ça rentre dans le budget de l'État du pays, ça serait vraiment l'idéal. Mais il y a encore un chemin à parcourir là. Il faut aussi l'exploitation réelle et effective des ressources du Mali. Du potentiel. Grande, absolument. Autre info économique, Mamadi Youla, chef du gouvernement guinéen, était face à la presse ce lundi 5 juin, l'occasion de dresser le bilan de l'année 2016 sur le plan économique et de dévoiler les perspectives de celle en cours. Compte rendu avec Deogracias Podo. Avec une inflation moyenne évaluée à 8,2% en 2016 et un taux de croissance réel du PIB estimé à 6,7% d'ici fin 2017, la Guinée fait partie des pays qui ont consenti des efforts remarquables ces 2 dernières années pour préserver une certaine stabilité macroéconomique. Une politique monétaire prudente a été menée par les autorités pour maintenir le rythme de croissance actuel et faire améliorer le niveau de vie des populations, même s'il reste encore à faire. Récemment, le Fonds monétaire international a recommandé au gouvernement d'augmenter ses investissements en infrastructures tout en préservant la viabilité de la dette. Parce que nous sommes un pays en développement, nous avons besoin de partenaires qui soutiennent nos efforts de développement. Lorsque nous avons pris fonction, le niveau des arriérés intérieurs était supérieur à 1000 milliards de francs guinéens. En fin 2016, nous avons ramené ce niveau à 400 milliards. Nous n'avons pas accumulé de dette extérieure, donc il n'y a pas eu d'accumulation d'arriérés sur la dette extérieure. Ce sont autant de réalisations qu'il faut saluer. Pour 2017, la croissance économique devrait être soutenue grâce notamment à la poursuite de la bonne performance du secteur minier, une accélération des activités de construction dans l'hôtellerie et l'énergie, ainsi qu'une bonne performance agricole. Nous avons un taux de croissance qui était 0 pour l'année 2015. En 2016, nous avons réalisé un taux de croissance de 6,6%, ce qui est quand même une première. C'est une performance qu'il faut saluer. La Guinée dispose de nombreuses ressources naturelles, notamment plus de 40 milliards de tonnes de bauxite, soit les 2/3 des réserves mondiales, plus de 10 milliards de tonnes de minerais de fer, environ 2000 tonnes d'or et plus de 10 millions de carats de diamants. De quoi attirer davantage d'investissements étrangers. Cependant, les experts estiment qu'il sera important de promouvoir une croissance économique forte qui bénéficie à toute la population. Monsieur Diop, quel bilan faites-vous, quelle appréciation faites-vous du bilan qui a été présenté par le chef du gouvernement guinéen, des avancées qu'a connu ce pays sur le plan Oui, alors, concernant les chiffres qui sont avancés par les chefs de gouvernement, en général, je suis assez prudent parce qu'on parle de taux de croissance, que ce soit la Guinée ou le Sénégal ou dans la sous-région, 6%, etc. Mais ça ne se traduit pas justement sur la vie des citoyens. Donc, je suis assez prudent là-dessus. Mais la Guinée a ses potentialités, effectivement, qu'il faut revaloriser pour pouvoir, effectivement, aider les populations. Mais sur les chiffres qui sont avancés, je suis très prudent. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'on dit de ces chiffres qui concernent la macroéconomie, c'est très bien. Simplement, ce n'est pas ça qui fait vivre un pays. C'est-à-dire que ça, ce sont des indicateurs, j'allais dire, pour les partenaires extérieurs. D'ailleurs, on l'a vu, la Banque mondiale, le Fonds monétaire, etc. Mais au quotidien, les Guinéens vivent des situations impossibles. Au niveau de transport, au niveau de la pollution, etc. Et puis, il ne faut pas oublier l'impact d'Ebola qui a freiné quand même un peu la reprise économique dans ce pays-là. Et donc, je pense effectivement qu'il faut rester prudent avec ces chiffres-là. Il faut réinvestir évidemment dans les secteurs les plus importants, l'agriculture, parce qu'on dit toujours, c'est le grenier pratiquement de l'Afrique de l'Ouest simplement,
il faut mettre les moyens là-dessus pour que cette agriculture puisse aller de l'avant. Et ça permettrait de compenser, puisque bon, les économies de rente, hein, les matières premières et tout ça, la fluctuation sur les marchés internationaux, tout ça, c'est problématique. Et puis les investissements dans les infrastructures. Je crois que le projet de ce chemin de fer qui doit relier toute l'Afrique de l'Ouest, mais partant de l'axe Guinée, Mali, etc., je crois qu'il faut aller dans ces sens, dans la construction de cette ligne de chemin de fer pour permettre l'évacuation, la circulation des biens dans... Donc pour compléter un peu sur le secteur agricole, donc, quand on voit les pays africains, pardon, le secteur de l'agriculture, c'est un secteur essentiel. L'agriculture africaine aujourd'hui n'est pas au niveau pour rivaliser avec les agricultures des États-Unis, de Chine, etc. Alors que nous, nos chefs d'État, ils ont commis cette erreur-là, en fait, de dire que voilà, nous sommes aujourd'hui dans une économie, dans une agriculture mondiale, alors qu'on n'arrive même pas à atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est ce qui s'est passé depuis les années 1960. Le Sénégal a eu des problèmes. Ils ont lancé des PIV qu'on appelle des périmètres irrigués villageois pour atteindre l'autosuffisance. 1960-2017, il y a quand même énormément d'années, alors que l'autosuffisance en riz, que ce soit dans d'autres denrées alimentaires, n'est toujours pas atteinte. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut que les pays africains fassent de l'agriculture une priorité, comme la Chine l'a fait par exemple quand ils ont eu des problèmes avec les chocs pétroliers des années 70. Ils ont développé l'agriculture. Aujourd'hui, en 20 ans, ils se sont développés, alors que nous, on ne le fait pas. Donc si on avance aujourd'hui des chiffres de 6%, moi je me demande en quoi ils se matérialisent. Alors Alfred, ça fait plusieurs années que les États, que les dirigeants africains ont déclaré faire du développement du secteur agricole une grande priorité. Mais on a l'impression qu'ils ont du mal finalement à passer de la parole aux actes. C'est très clair, parce que je crois qu'ils sont obnubilés par la politique des éléphants blancs au fond. Ils croient qu'en construisant des beaux immeubles, etc., en modernisant les capitales, eh bien, on dira, ben voilà, on est développé, on néglige l'arrière-pays, on néglige justement ceux qui sont au cœur de cette agriculture, donc les paysans. On ne finance pas, il n'y a pas de politiques agricoles au niveau des pays, au niveau de la région. Et donc c'est un secteur qui est vraiment laissé pratiquement à l'abandon, sauf peut-être pour la Côte d'Ivoire avec ses cultures de rente, hein, cacao, café, etc., l'anacarde, où ça c'est une politique très ancienne, hein, qui a été mise en place par feu Félix Houphouët-Boigny et qui a continué aujourd'hui malgré justement les crises que la Côte d'Ivoire a traversées. Mais on a vu que c'est un secteur qui est porteur. Alors, allez-y. Effectivement, il faut dire que tout ce que vous venez de dire, ça doit s'inscrire dans la volonté réelle des chefs d'État, des gouvernements africains, surtout des pays subsahariens, de développer l'agriculture, de l'industrialiser. Pourquoi? Parce que c'est ça qui permettra d'avoir tout d'abord l'autosuffisance alimentaire et puis pourquoi pas exporter. Parce que aujourd'hui, quand vous êtes en Côte d'Ivoire et que vous voulez consommer du riz local, c'est pas possible. Il faut acheter. On estime que le bon riz provient d'ailleurs, vient de Thaïlande ou du Japon, je ne sais pas. Exactement. Alors qu'on produit du riz dans la capitale politique qui est Yamoussoukro. Ouais. Donc moi je termine juste par une petite question, peut-être un clin d'œil à l'ancien régime du Sénégal. Le président Abdoulaye Wade a lancé la grande offensive pour l'agriculture et l'abondance. On a mis des milliards là-dessus, on a amené des tracteurs au Sénégal. Mais aujourd'hui, personne n'est capable d'identifier les tracteurs sur le territoire sénégalais. Donc on ne sait pas ce que c'est devenu. Donc je pense aussi que c'est un vrai problème. Et moi je ne sais pas si c'est une malédiction ou j'ai envie de dire que c'est triste, mais on ne comprend pas. Voilà. La gestion des fonds publics. La gestion des fonds publics, c'est qu'ils font du favoritisme, comme on le disait tantôt. Il ne faut pas faire du favoritisme. Et quand on fait du favoritisme, on choisit des gens qui n'ont pas des compétences ou les qualités requises pour occuper un poste. Voici ce que ça crée. Merci messieurs pour toutes ces précisions. C'est à présent la fin de cette émission. Le dossier de ce vendredi sera consacré aux ambitions de Coribank en Afrique de l'Ouest. Monsieur Founiafe Ouattara, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle donc que vous êtes juriste et consultant. Monsieur Oumar Diop, merci à vous également d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes consultant en finance et membre de l'association ESTEL, expert européen en système de transactions électroniques et spécialiste des questions de paiement numérique et de bancarisation en Afrique. Merci Grazélia de m'avoir invité. Et merci à vous, Alfred, pour votre participation à cette émission. Je renouvelle le ravissement, Graziella, d'avoir été avec vous autour de ce plateau. Et puis, mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil bienveillant.
Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.